sommaire de cette édition au Togo, le test de la révision constitutionnelle proposée par le gouvernement n'a remporté que 2 tiers des voix au Parlement. Le vote se fera de facto par référendum. Au Kenya, des centaines de partisans du président Kenyatta ont été dispersés par la police alors qu'ils manifestaient devant la Cour suprême pour réclamer la victoire de leur candidat. Le président a dénoncé des menaces. Des figures de l'opposition congolaise, Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi, ont demandé une transition sans le président Joseph Kabila pour préparer des élections en République démocratique du Congo. C'était là le sommaire du journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Les 2 figures de l'opposition congolaise, Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi, ont demandé une transition sans le président Joseph Kabila pour préparer des élections en République démocratique du Congo. C'est une demande qui intervient au moment où le président Kabila a lancé un forum pour la paix dans le Kasaï, région déchirée par une crise sécuritaire majeure. Les 2 opposants ont co-signé ce lundi un communiqué daté de New York où les Nations Unies ont tenu ce mardi une réunion sur la crise en RD Congo liée au maintien au pouvoir du président Kabila dont le second mandat a pris fin le 20 décembre 2016. Dans leur communiqué, Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi pointent la responsabilité de Joseph Kabila dans le non-respect de la Constitution et de l'accord du 31 décembre 2016 qui prévoyait des élections d'ici décembre 2017. Pour prévenir le vide juridique et le chaos dans la perspective de la non-tenue des élections le 31 décembre 2017 au plus tard, nous exigeons une transition sans Joseph Kabila, devenu illégal et illégitime, écrivent les 2 leaders du rassemblement de l'opposition. Cette transition sera conduite par des personnalités éminentes, consensuelles, chargées de préparer les élections démocratiques, libres, transparentes et paisibles qui ne sont pas possibles ni avec Joseph Kabila, ni avec la commission électorale CENI dans sa configuration actuelle, ajoute-t-il. Les 2 signataires rejettent d'avance tout projet de référendum constitutionnel qui modifierait la Constitution sur la question du nombre et de la durée du mandat du président de la République. Le communiqué a aussi été signé par des animateurs de la société civile et des mouvements citoyens. Au Kenya, le président de la Cour suprême a dénoncé des menaces formulées par des responsables politiques et leurs partisans contre son institution depuis l'invalidation de la réélection du président Uhuru Kenyatta. Des centaines de manifestants se sont rassemblés dans la journée du mardi devant le bureau de l'institution. La police a dispersé la foule alors qu'ils manifestaient devant la Cour suprême pour réclamer la victoire de leur candidat, le président Uhuru Kenyatta. David Maraga, le président de la Cour suprême kenyane, a dénoncé mardi les menaces formulées par des responsables politiques et leurs partisans contre son institution depuis l'invalidation par cette dernière de la réélection du chef de l'État sortant, Uhuru Kenyatta. Le juge qui s'exprimait au nom de la commission des services judiciaires du Kenya qu'il préside a assuré que la police a ignoré des appels à agir contre ces menaces. Il s'est confié à la presse à la veille de la publication très attendue du jugement complet de la Cour suprême qui doit expliquer en détail la décision prise le 1er septembre dernier d'invalider l'élection du 8 août et notamment préciser les irrégularités qui ont selon elle entaché la transmission des résultats. Toujours dans la journée du mardi, des centaines de partisans du président Kenyatta ont manifesté devant la Cour suprême réclamant que leurs favoris puissent prêter serment pour un second mandat. Ils ont été dispersés par la police à l'aide de gaz lacrymogènes. Dans le centre du pays, notamment à Nakuru, des manifestations du genre ont été également organisées. En Afrique du Sud, la mannequin Gabriela Angels, qui accuse Grace Mugabe d'agression, était mardi devant les tribunaux pour contester l'immunité diplomatique de la première dame zimbabwéenne. Il s'agit d'une immunité qui lui avait accordé le gouvernement sud-africain et qui lui avait permis d'échapper aux accusations d'agression dont elle était accusée en Afrique du Sud. La mannequin sud-africaine Gabriela Angels a comparu mardi devant les tribunaux pour contester l'immunité diplomatique de Grace Mugabe qui lui a permis d'échapper aux accusations d'agression.
En effet, elle accuse la première dame zimbabwéenne de l'avoir agressée avec une rallonge électrique dans un hôtel en Afrique du Sud au mois d'août dernier. Aujourd'hui, nous n'allons pas traiter de l'immunité en tant que telle. La seule chose dont nous sommes saisis, c'est une procédure officielle en vertu de laquelle nous obtenons l'autorisation du tribunal d'accueillir Grace Mugabe comme partie. Nous n'allons donc pas demander que l'immunité soit levée à ce stade-ci. Ce n'est que processus préliminaire. Je crois fermement que nous avons une équipe très compétente derrière nous. Nous savons que ce sera un grand combat, mais nous sommes prêts pour le combat et nous croyons que la justice l'emportera dans ce cas-ci. Gabriela Engels a déposé plainte pour coups et blessures contre Grace Mugabe, mais celle-ci, qui ne s'est pas présentée à la police, a quitté l'Afrique du Sud pour le Zimbabwe après s'être vu accorder l'immunité diplomatique par le gouvernement sud-africain. En bref, et en l'image cette fois au Togo, l'opposition togolaise ayant boycotté le vote parlementaire de la révision constitutionnelle ce mardi, le texte proposé par le gouvernement n'a remporté que 2/3 des voix et donc les 4/5 requis, le renvoyant donc de facto à un vote par référendum. Selon l'article 144 de la Constitution, le projet de révision constitutionnelle est considéré comme adopté s'il est voté à la majorité des 4/5 des députés. À défaut de cette majorité, le projet de loi adopté à la majorité des 2/3 des députés composant l'Assemblée nationale est soumis au référendum, a déclaré Dama Dramani, président de l'Assemblée, en clôturant donc la séance, ajoutant que la parole sera donc donnée au peuple pour confirmer ce vote. Et toujours avec le Togo, la réforme proposée par le gouvernement après les grandes manifestations des dernières semaines a été examinée ce mardi à l'Assemblée nationale. Le texte reprend les principales revendications de l'opposition, à savoir la limitation du nombre de mandats présidentiels et un scrutin à 2 tours. L'opposition a refusé d'assister au débat et maintient donc ses appels à manifester mercredi et jeudi. Retour sur les points d'achoppement entre pouvoir et opposition à travers cet élément. Un dialogue de sourds. Voilà comment un député résumait les derniers échanges entre pouvoir et opposition. Le gouvernement assure avoir répondu aux principales revendications des manifestants. Les opposants répondent qu'il faut aller beaucoup plus loin et préviennent qu'ils ne siégeront pas à l'Assemblée nationale ce mardi. Pour Éric Dupuis, chargé de la communication de CAP 2015, l'une des coalitions qui participe au mouvement de protestation, on doit laisser tomber ce projet et faire une proposition beaucoup plus conséquente afin que les populations togolaises qui attendent l'alternance politique soient satisfaites. L'opposition réclame un retour à la Constitution de 1992 et certains vont même plus loin en demandant le départ du président. Les opposants s'appuient sur une petite phrase de la Constitution de 1992. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats. L'opposition considère qu'elle contraindrait automatiquement le président à quitter son poste, mais le pouvoir explique qu'en cas de réforme, les compteurs seraient remis à 0. Pour l'instant, le gouvernement maintient son projet de réforme. Le parti au pouvoir a refusé tous les amendements présentés par l'opposition en commission et précise que la loi ne s'applique que pour l'avenir. La loi prévoit que si la majorité des 4/5 n'est pas réunie, mais que les 2/3 des députés votent le test, un référendum soit organisé. La Tunisie a reporté s'inédit les premières élections municipales de l'après-révolution prévues au départ pour le mois de décembre prochain. Ces élections sont en fait attendues de longue date pour consolider la transition démocratique en cours dans ce pays. Arguant de l'état d'impréparation du scrutin, la majorité des partis politiques était pour le report des élections jusqu'à mars 2018. Mais à l'issue de 4 heures de réunion avec des représentants du Parlement, de la présidence et du gouvernement, ils ne sont pas parvenus à fixer une nouvelle date. La majorité des participants était pour le report des élections municipales, a dit Anouar Ben Hassen, président par intérim de cette instance. Nous sommes tous d'accord sur le fait que le report à une date indéterminée porte atteinte à l'opération électorale, a-t-il déploré. Il a cependant annoncé un autre rendez-vous avec les partis politiques dans 10 jours maximum pour déterminer un calendrier avec des délais précis. Nous remettons en cause, à l'heure actuelle, ce que nous voyons, nous remettons en cause l'indépendance de cette ISI.
Le ministre chargé des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile a pour sa part jugé que reporter les municipales est une mauvaise chose, mais finir cette réunion sans fixer une nouvelle date, c'est encore pire. Évoqué dès dimanche par le dirigeant du mouvement islamiste Ennahda, allié au gouvernement Rached Ghannouchi, cette décision intervient après un vaste remaniement ministériel qui a été perçu comme un renforcement de la mainmise du président Béji Caïdé Sepsi sur l'exécutif. Espéré depuis des années, les municipales devaient permettre d'ancrer le processus démocratique à l'échelle locale avec ses milliers d'élus. Il devait aussi permettre d'améliorer la vie quotidienne dont la dégradation depuis 2011 irrite les Tunisiens. Ce report n'est toutefois pas réellement une surprise, l'ISI, l'instance chargée d'organiser le scrutin, ayant été agitée par des remous au cours des derniers mois. Commerce international illégal de cornes de rhinocéros, les trafiquants ne manquent pas d'imagination. Pour échapper à toute détection, ils transforment désormais en bijoux leurs produits. C'est du moins une enquête réalisée par l'ONG de défense des animaux, Trafic, publiée lundi. Les réseaux criminels d'origine chinoise opérant en Afrique du Sud changent de stratégie. Désormais, ils transforment localement la corne de rhinocéros en perles, bracelets et poudre. Ces nouvelles formes leur permettent d'éviter la détection et de fournir des produits pour les consommateurs en Asie. L'ONG Trafic tire la sonnette d'alarme. C'est quelque chose que nous n'avons jamais vraiment vu auparavant et qui touche à des parallèles dans le commerce de l'ivoire où les gens fabriquent des produits d'ivoire et les font ensuite sortir en contrebande. Cela soulève une foule de préoccupations. Vous savez, nous devons en savoir beaucoup plus sur l'ampleur de cette activité, mais cela soulève aussi des préoccupations sur le plan de l'application de la loi. Vous savez que les organismes d'application de la loi manquent déjà de ressources, qu'ils sont débordés et essaient de trouver quelque chose de ce genre. Il est extrêmement difficile d'empêcher une personne qui traverse un aéroport de porter un collier en corne de rhinocéros ou un bracelet. En ce moment, la plupart des forces de l'ordre cherchent des cornes entières. Elles cherchent des morceaux de cornes, mais pas des objets plus petits qui sont exportés clandestinement. La police sud-africaine a ainsi découvert des ateliers où des bijoux sont sculptés dans la corne de rhinocéros. La corne de rhinocéros transformée en poudre est très prisée de la médecine traditionnelle chinoise, même si ses vertus thérapeutiques n'ont pas été prouvées scientifiquement. La transformation de la corne de rhinocéros en bijoux complique le travail de la police. Il reste aujourd'hui environ 25 000 rhinocéros sur le continent, dont 79% vivent en Afrique du Sud, selon l'ONG Trafic. Voilà, c'est sur cette note de la protection de la faune que nous refermons cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur SICA et sur ses sites.